avec les chocs politiques qui ne cessent de secouer l'actualité, avec un climat géopolitique incertain, avec des foyers d'instabilité importants à notre voisinage immédiat, avec une reprise économique qui se fait attendre, le monde a en effet besoin aujourd'hui plus que jamais de nouveaux paradigmes pour assurer la paix, la stabilité et un développement durable. Ce que ça m'inspire, c'est que le Maroc, en fait, pour moi, ne se limite pas uniquement aux frontières qui vont de Tanger au sud marocain. Le Maroc, pour moi, ça concerne également tous les Marocains du monde. Et ma participation à ce forum, c'est de promouvoir et de pousser mes amis marocains résidant à l'étranger, en Belgique, en France et ailleurs, à contribuer de leur façon à une forme de diplomatie, de développement, de promotion de l'attractivité marocaine, mais aussi à s'approprier les vraies questions sud-sud. C'est-à-dire que même en étant marocain, franco-marocain ou belgo-marocain, nous sommes aussi africains. Et c'est aussi à nous, avec les expériences acquises à l'étranger, avec l'attachement que nous avons avec notre pays d'origine, de valoriser les deux et de construire ensemble cette Afrique avec une vision qui a été consolidée par nos différentes expériences à travers le monde. C'est ici au Maroc, dans le beau cadre de l'hôtel Movenpick de Tanger, que s'est tenue la 9e édition du forum MedDays. Durant 4 jours, du 7 au 10 décembre 2016, plus de 100 orateurs se sont succédés sur le podium pour participer à 20 panels de discussion. Le thème générique de forum 2016 était le changement de paradigme de la fragmentation à la durabilité. C'est un thème qui appelle beaucoup d'innovation et c'est vrai que nous sommes dans des contextes qui changent rapidement. Et dans ces contextes qui changent, comment on s'adapte, comment on s'ajuste, et je pense que c'est important. On est dans des ruptures, on est dans des transformations, et dans tout ça, l'Afrique cherche sa place, et le thème est intéressant. Un thème qui a été décliné dans différents sujets, allant de l'attractivité économique du continent jusqu'aux enjeux géopolitiques à la fois de l'Afrique, du Moyen-Orient ou de l'Asie du Sud-Est, en passant par exemple par la question de l'innovation technologique des PME africaines ou aussi un enjeu diplomatique qui est celui du retour du Royaume du Maroc au sein de l'Union africaine. Je regrette que ce retour du Maroc à l'Union africaine est malheureusement rendu difficile par une commission, une présidence de la commission qui crée des gadgets juridiques de dernière minute, alors que l'article 29 de l'acte constitutif de l'Union africaine est très clair. Une écrasante majorité de pays africains soutient ce retour du Maroc. Sa Majesté l'a rappelé dans son message adressé au sommet de Kigali, le Maroc revient en tant que demandé et pas demandeur. Mais pourquoi retarder ce retour? Alors la question que je pose, est-ce que vous, Africains qui êtes membres de l'Union africaine, continuez à accepter que cette union soit prise en otage par une présidente, certes sortante, mais une présidente qui empêche un pays africain de revenir au sein de sa famille institutionnelle? Parmi tous ces thèmes, il y en a 2 qui étaient organisés en partenariat avec Vox Africa. Le premier, c'était celui de l'électrification du continent africain. Le second, c'était celui de la réforme des systèmes de santé en Afrique, 2 thèmes actuels et importants pour le devenir du continent africain. Concernant le premier thème, celui de l'électrification du continent africain, il faut savoir que sur 1,2 milliard d'habitants que compte l'Afrique aujourd'hui, il y a encore 621 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. Cela fait que l'Afrique ne peut pas se transformer, s'industrialiser. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, l'Afrique doit donc produire de l'énergie en abondance, mais de l'énergie à un coût raisonnable, tout en tenant compte des menaces du réchauffement climatique. Concernant la réforme des systèmes de santé en Afrique, il va de soi que pour transformer l'Afrique et faire que ce continent se développe, il faut que le capital humain africain soit une force de travail en bonne santé. Et pour cela, il faut qu'il y ait un accès du plus grand nombre à une santé de qualité, aussi à un coût raisonnable. Dès lors que le patient il a besoin de quelque chose, il ne trouve pas le moyen financier ou l'accessibilité géographique pour aller trouver le produit, il va le chercher ailleurs. Donc dès lors que l'État régalien n'a pas été capable de donner le médicament au prix qu'il faut, de façon équitable et éthique, c'est tout à fait normal que le patient il trouve d'autres dispositifs, d'autres démarches pour aller chercher le médicament ailleurs. Parce que n'oublie pas que le patient, lui, c'est ni un médecin ni pharmacien, il n'est pas formé, ce qu'il cherche, c'est le médicament. Donc effectivement, il y a un lien entre l'offre de la demande, la mise à disposition des produits à des coûts abordables, selon
les capacités financières du patient et le recours à un marché anormal qu'on appelle le marché noir en Afrique aujourd'hui. Les médicaments, lorsqu'ils répondent aux normes, ce sont des poisons qu'il faut savoir gérer avec beaucoup de délicatesse. Donc à ce niveau, je dirais qu'on a quand même les quelques faiblesses que nous constatons au sein de notre système de gouvernance, qui fait effectivement que d'abord ces médicaments traversent les transfrontières et qu'on se retrouve aussi avec ces médicaments sur les marchés sans qu'il y ait une contrainte de coercition pour éviter en fait que ces médicaments-là ne prolifèrent. Quelquefois même, on a des officines officielles qui, quelquefois, ont des médicaments périmés ou, lorsque effectivement ils déclassifient les médicaments périmés, ils ne s'occupent pas tellement de l'utilisation qui en est faite et ces médicaments se retrouvent encore sur le marché. Au terme de ces 4 jours d'intenses discussions, d'analyses, de réflexions et de propositions, la satisfaction était quasi unanime parmi les participants à la 9e édition des MedDays. Ce forum a donc une nouvelle fois tenu ses promesses quant à la qualité des débats et la pertinence des thématiques concrètes et transversales. Si l'Afrique veut avancer, il faut absolument qu'elle aille résolument vers l'intégration africaine, vers l'unité africaine. Et je pense que ce forum, effectivement, va dans ce sens. Donc, moi, je suis convaincu que chacun de nos États, tout seul, ne peut aller nulle part. Il faut que nous mutualisions nos atouts, nos possibilités, nos richesses, pour que nous puissions nous développer et faire en sorte que ce continent, demain, puisse compter parmi les pays qui comptent sur la planète. MedDays est devenu une institution, le nom est devenu une institution, mais il est africain par définition. Et lorsque vous voyez notamment les 2 premières journées étaient quasiment exclusivement consacrées à l'Afrique. Aujourd'hui, on était plus sur des thématiques plus géopolitiques, mais je crois que MedDays aujourd'hui est un forum africain. Il a toujours eu cette vocation sud-sud, mais je pense qu'aujourd'hui, il est plutôt africano-centré, africano-optimiste, afro-optimiste. Et évidemment, il suit cette trajectoire qu'a choisi Sa Majesté pour essayer d'apporter des réponses concrètes, opérationnelles aux problématiques des Africains et trouver des réponses pour les Africains par les Africains. Comme chaque année, la cérémonie d'ouverture des MedDays est l'occasion de distinguer certaines éminentes personnalités. Le prix MedDays Champion du Sud a été attribué à Monica Musonda, la dirigeante de l'entreprise zambienne Java Food, un modèle pour les nouvelles générations de business leaders. Quant au Grand Prix MedDays 2016, il a été attribué à Laurent Lamotte, ancien Premier ministre d'Haïti. À travers ce prix de solidarité, l'Institut Amadeus a voulu saluer la résilience et le courage du peuple haïtien. Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Un Focus spécial MedDays 2016. Nous sommes donc ici à Tanger, au Maroc, justement, pour ce rendez-vous annuel de la réflexion stratégique pour les relations à la fois sud-sud, mais aussi les relations globales. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir comme invité Monsieur Laurent Lamotte, ex-premier ministre de Haïti. Monsieur Lamotte, bonjour. Bonjour. Merci donc d'accepter de répondre aux questions de Vox Africa. Vous êtes ici donc à Tanger pour les MedDays 2016 et vous avez été hier justement à l'honneur puisque vous avez reçu le prix, le grand prix des MedDays 2016 pour le peuple haïtien. Alors avant de dire ce que c'est, d'abord, dans quel état êtes-vous? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu ce prix? Bon, je me sens très honoré, premièrement. Et principalement, je suis très fier d'avoir été retenu dans les centaines de choix qu'il y avait que Haïti ait pu remporter ce prix. Et je dis bien Haïti parce que moi je considère que c'est un prix de solidarité avec le peuple haïtien. Et moi je suis un Haïtien parmi 12 millions en Haïti et 5 millions à l'extérieur. Nous avons une diaspora énorme. Donc il y a 17 millions d'Haïtiens qui normalement ont reçu ce prix et devraient être très fiers que le Maroc, que l'Institut Amadeus ait pensé à eux dans une atmosphère, dans une situation particulièrement difficile, avec les catastrophes naturelles, et aussi la presse internationale en général. Haïti n'a pas bonne presse, donc aujourd'hui c'est l'opportunité d'être du bon côté des grands titres
pour avoir quand même eu ce prix de solidarité de l'Institut Amadeus. Donc je suis excessivement fier et heureux d'avoir reçu ce prix. Alors vous l'avez dit, Haïti, malheureusement, je veux dire, dans la presse internationale en général, on parle, comme on dit, des catastrophes et pas des bonnes choses. Et c'est vrai qu'Haïti a été à la une pour quelques catastrophes. Je rappelle simplement, d'abord, le séisme de janvier 2016. Ensuite, il y a eu l'épidémie de choléra. Et puis, il y a eu l'ouragan Mathieu. Je veux dire, sans parler des troubles politiques. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qui nous viennent d'Haïti? Bon, la bonne nouvelle, c'est que nous avons pu finalement finir avec le cycle des élections. Nous avons un président élu en la personne de Jovenel Moïse qui a remporté les élections à plus de 55% du vote populaire. Donc Haïti, donc le 7 février 2017, donc le nouveau président prêtera serment et entrera en fonction. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que quand même, quand on parle de gouvernance, on parle de démocratie, on parle d'élections libre, honnête et démocratique. Donc ça, c'est l'exemple. Après l'élection a été reportée 5 fois et la 5e fois était la bonne. Donc là, Haïti a quand même pu lever ce défi et aujourd'hui, nous sommes dans une bonne situation politique. Mais il y a un énorme travail à faire parce que, comme vous le savez, avec toutes les catastrophes naturelles, il y a un pays à reconstruire, il y a des infrastructures à mettre en place, il y a une population, il y a d'énormes progrès qui ont été faits dans la scolarisation, dans l'éducation publique. Nous avons quand même pu augmenter le taux de scolarisation de 55 à 90%. Nous avons réussi à baisser le niveau de pauvreté extrême de 31 à 26% selon les dernières statistiques de la Banque mondiale. Donc, il y a eu un énorme travail fait dans ce sens, mais il y a toujours un énorme travail à faire. Donc, il faut une gouvernance démocratique et stable, la stabilité, la continuité politique pouvant arriver à calmer les choses et à avancer et à mettre Haïti de l'avant. Donc vous êtes convaincu que là, on va rentrer dans une période de stabilité pour Haïti. C'est fini les soubresauts, les contestations des résultats électoraux et les manœuvres politiques des uns et des autres? Bon, pour moi, c'est une aberration de contester un résultat avec une différence de 34% des voix. C'est probablement le seul pays du monde où le premier à 55, le deuxième à 18, ils contestent. Donc, ce sera, bien entendu, ils ont le droit de le faire. Nous sommes en démocratie, nous avons une démocratie vraiment vibrante en Haïti. Mais le 29 décembre, ils donneront les résultats, le résultat final et officiel. Et nous pensons qu'on passera le cap de l'instabilité pour aller vers la croissance et la stabilité politique. Exactement. Alors quand on parle d'Haïti, on peut parler des catastrophes, mais on dit aussi que justement, le peuple haïtien s'est toujours sorti de ces catastrophes parce qu'il a une résilience vraiment, je veux dire, formidable, qui force justement le respect. De ce point de vue-là, aujourd'hui, vous pensez que en Haïti même, il y a les ressorts pour relever la tête et justement aller de l'avant? En 1803, depuis 1803, le peuple haïtien lève les défis qu'on pense impossibles. En 1803, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, bien d'autres, ont fait quelque chose que personne ne pensait qui était possible, qui était de vaincre l'armée française. Une armée qui était l'armée de Napoléon, qui était une des armées les plus puissantes dans le monde. Et 500 000 esclaves se sont mis ensemble pour vaincre une armée de plus de 30 000 soldats français, bien équipés, bien armés. Et nous avons réussi à lever ce défi, qui était un défi qui était pratiquement faire l'impossible. Et on a réussi. Aujourd'hui, le peuple haïtien est un peuple résilient, c'est un peuple battant, c'est un peuple qui a su remonter et vaincre des situations très difficiles. Et nous pensons que, avec bien entendu le support de la communauté internationale, des amis d'Haïti et tout ça, on ne peut pas ne pas réussir. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. On comprend que ça ne va pas être facile, mais avec notre détermination et la volonté de réussite que nous avons, ce sera très difficile de continuer dans une situation de faiblesse institutionnelle et
et de difficultés économiques. Je dis par rapport aux relations entre Haïti et l'Afrique, on sait qu'il y a des liens historiques. Hein. Les Haïtiens, ce sont des Africains qui ont été arrachés de leur terre natale et amenés justement dans les Caraïbes. Je sais que vous et le président Martelly, quand vous étiez aux affaires, vous avez justement redonné une nouvelle dimension à ces relations qui existaient il y a longtemps. Moi, je viens d'un pays, par exemple, comme le Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, et je me rappelle que après les années 60, après l'indépendance, je veux dire, il y avait beaucoup de professeurs haïtiens qui étaient venus au Congo pour enseigner et tout ça. Donc il y avait ces liens forts entre Haïti et les pays africains, mais après, à cause des aléas du temps, ils se sont un petit peu amenuisés. Et là, vous les avez relancés. Je me rappelle avoir interviewé le président Martelly lors du sommet de la francophonie en 2012 à Kinshasa, où il disait justement que Haïti se sent aussi pays africain. D'ailleurs, Haïti a fait sa demande pour être membre de l'Union africaine. Alors, est-ce que c'est déjà le cas? Et puis, je veux dire, quel est pour vous le sens profond de ces relations entre Haïti et les pays africains? Toussaint Louverture, c'était un Africain. Jean-Jacques Dessalines, pareil. C'était des gens qui ont été arrachés de l'Afrique et qui ont été expédiés dans des conditions infrahumaines à travers la traite des esclaves pour venir aider aux plantations des pays colonisateurs. Donc aujourd'hui, Haïti est un pays c'est l'Afrique dans les Caraïbes, quoi. C'est-à-dire que quand on voit Haïti, on voit que si vous allez, par exemple, au Cap-Haïtien, vous allez penser être à Cotonou quelque part, ou même à Lubumbashi. Donc pourquoi? Donc nous avons la diaspora africaine fait partie de l'Afrique. Donc nous basons sur ce principe. Nous sommes aujourd'hui même observateurs à l'Union africaine. Donc nous pensions que ça aurait été un geste historique pour les pays de l'Union africaine d'accepter l'adhésion d'Haïti comme membre à part entière. Parce que nous sommes un pays originaire de l'Afrique. Nous sommes nos mœurs, la culture, la cuisine. C'est-à-dire que donc nous disons que c'est pas parce qu'il y a un océan qui nous sépare que ceci retire le fait que le sang qui coule dans nos veines, c'est un sang africain, principalement, et nous sommes fiers de l'être. Donc, et ça aurait bénéficié énormément à l'Union africaine aussi de reconnaître que la première république noire dans le monde fait partie comme membre à part entière de l'Union africaine. Donc, nous souhaitons que ça soit considéré au niveau des chefs d'État, parce que je sais qu'il faut ajuster les statuts. Donc, je pense que si nous sommes arrivés au point où nous sommes arrivés aujourd'hui, si nous devons travailler avec plusieurs pays pour changer ces statuts, pourquoi pas? Donc il faut une majorité de chefs d'État. Il faudrait 28 chefs d'État pour arriver à le faire. Donc il faut se mettre au travail et que tout le monde comprenne que nous sommes que ce serait vraiment dans l'avantage de l'UA d'avoir la participation d'Haïti, qui représente une antenne pour l'Union africaine dans toute la diaspora, dans toutes les Caraïbes et l'Amérique centrale. Donc, et pour toutes les communautés noires à travers le monde. Nous sommes un exemple de martyrs, de combat jusqu'à la liberté. Et le premier pays à avoir aboli l'esclavage, c'était bien entendu en Haïti, et pour les esclaves. Pour vous, ces relations, quelle dimension vous leur donnez? Nous avons travaillé pour augmenter les échanges entre la Côte d'Ivoire et Haïti. Il y a une assistance technique qui se donne dans le domaine du cacao, par exemple, principalement dans la même politique d'expansion de la coopération sud-sud. Nous avons des étudiants haïtiens qui étudient au Sénégal. Nous avons des consulats honoraires établis un peu partout en Afrique de l'Ouest. Ceci pour raffermir et resserrer les relations. Haïti a ouvert une ambassade en Afrique du Sud, en plus de celle que nous avions au Bénin. Nous avons des consulats honoraires un peu partout, au Mali, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et ici au Maroc. Donc nous avions tenu à ouvrir un consulat honoraire ici, qui est très bien représenté d'ailleurs, qui fait un excellent travail pour, encore une fois, raffermir les liens de coopération
entre nos deux pays. Nous avons aussi des liens entre les secteurs privés qui travaillent. Il y a des pays africains qui ont ouvert des consulats en Haïti. Donc tout ceci pour vous dire que nous sommes beaucoup plus avancés aujourd'hui que nous l'étions il y a 5 ans. Par exemple, où il n'y avait aucun échange, il n'y avait aucun contact. Aujourd'hui, ça a changé. Et nous voulons que ça continue à avancer dans le sens de l'intégration haïtiano-africaine. Alors, dernière question, Monsieur Lamotte, vous avez été Premier ministre, homme politique, vous étiez aussi, avant ça, je veux dire, un homme d'affaires. Aujourd'hui, vous avez mis un peu la politique entre parenthèses. Vous vous occupez essentiellement, comme vous l'avez dit, d'une société de consultance qui travaille pour ce qu'on appelle les financements innovants. Justement, comment pouvoir chercher, lever des fonds pour investir et pousser l'industrialisation à la fois d'Haïti, mais aussi d'autres pays qui, justement, utilisent vos services. Mais vous vous occupez aussi d'une fondation, la fondation Dr Louis Lamotte, qui est le nom de votre père. En quelques mots, de quoi s'agit-il et quel est votre objet social? Donc, principalement, nous avions voulu continuer à aider les populations les plus vulnérables et les plus défavorisées. Donc, voilà pourquoi que nous avons œuvré à ouvrir cette fondation du nom de mon père, le feu Dr Louis Lamotte, qui a travaillé pendant toute sa vie au renforcement, à aider les classes moyennes d'Haïti avec des bourses d'études, plus de 5000 bourses d'études pour les jeunes à étudier à l'étranger, un institut de langue hispanique pour apprendre une autre langue, pour améliorer la capacité humaine des Haïtiens. Donc cette fondation se concentre principalement sur un projet de village intelligent dans l'ouest, dans le département de l'ouest d'Haïti, dans une petite localité pour des paysans, pour les apprendre à lire et à écrire, pour envoyer les enfants à l'école, les centres de santé, une piste d'accès, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'accès, et aussi suite à l'ouragan Mathieu, il y a la côte sud d'Haïti a été complètement détruite. Donc la fondation œuvre et travaille pour remettre sur pied des maisons d'un village pêcheur qui s'appelle Anse du Clair, pour remettre ce village, le reconstruire, quoi. Donc et comme vous l'avez dit, parallèlement à ça, donc j'ai créé une société qui s'appelle LSL World Initiative qui conseille différents gouvernements à utiliser la voie de l'aide, de s'aider eux-mêmes à travers des ressources domestiques au lieu de dépendre à chaque coup de l'aide externe. Voilà. Donc ceci c'est dans le domaine spécifique à haut volume de transactions où nous conseillons d'ajouter un micro-prélèvement sur un volume de transactions énorme, que ce soit dans le domaine du volume des transactions financières, des transactions téléphoniques, des transactions de cartes de crédit. Donc cet ensemble de volumes, comme nous l'avons fait d'ailleurs en Haïti, nous avons financé un programme d'éducation avec un micro-prélèvement sur la minute téléphonique, sur les transferts qui ont pu quand même financer la scolarisation de plus de 1,4 million d'enfants qui n'allaient pas à l'école et avec ce programme que le gouvernement a pu quand même financer des bourses pour les mettre à l'école et a pu augmenter le taux de scolarisation de 55 à 90%. Donc c'est ça, si on veut parler de développement, on ne peut pas ne pas parler de financement du développement. Parce que le développement ne marche pas sans financement. Dernière question, brève. Si vous aviez justement en face de vous un jeune Africain, un jeune Haïtien, je veux dire, on sait qu'Haïti partage ça avec l'Afrique, c'est-à-dire un fort taux de jeunes dans la population, qu'est-ce que vous devriez leur dire en 30 secondes pour leur dire qu'il faut y croire que l'avenir se passe justement dans leur pays, c'est-à-dire que ce soit un pays d'Afrique, soit Haïti? Je les encourage à rêver, à penser et à continuer à se battre pour l'avancement de leur propre pays. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Lamotte, je rappelle, ex-premier ministre d'Haïti. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. Au revoir.